3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Virginie Robert est avec nous, présidente de Constance Associés. Bonsoir Virginie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Sandra Servat d'être avec nous également. Bonsoir Sandra. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur adjoint de la gestion sous mandat de Ports en Part. Et Hervé Guèze à nos côtés également. Bonsoir Hervé. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des gestions de Mirova. Quelques commentaires sur la situation de marché. Sandra, je prends 2 mesures pour montrer un peu l'ambiance du moment. Le S&P 500 est au plus haut depuis de nombreux mois, 20% au-dessus de ses points bas de fin d'année, d'octobre 2022, 4280, 90 points. Et le VIX, lui, est au plus bas depuis peut-être des années maintenant, à moins de 15. L'indice qui mesure le niveau de la volatilité implicite du marché américain. Comment vous lisez cette situation ? Pas de pessimisme, non. Apparemment. Voilà. Moins, moins. Ça c'est dit. Ouais. Un SPI qui reprend effectivement des couleurs grâce au Nasdaq. Il n'y a pas de secret. Moi, c'est plutôt le Nasdaq qui m'a impressionné. On en reparlera. C'est la partie technologique du S&P 500 qui... Exactement. Intelligence artificielle. Ça y est, je l'ai placé, le mot. C'est parti. Mais voilà, moi, c'est plutôt le Nasdaq qui est assez impressionnant. On en reparlera, mais je pense que c'est une hausse qui est, à mon sens, saine, puisqu'elle est concentrée sur un petit nombre de valeurs avec de la donnée, du chiffre, des résultats. Donc, un Nasdaq qui reprend des couleurs et surtout qui reprend sa surperformance versus le S&P. Ça faisait pratiquement 1 an que ce n'était pas le cas et depuis 20 ans que le Nasdaq était au-dessus. Donc, tant mieux, très bien. Côté zone euro, parce qu'on va faire, je fais juste une petite picture marché pour avoir un petit peu en tête tout ça. L'Europe cale un petit peu après avoir fait un super début d'année, essentiellement par le luxe, qui est en train de consolider un petit peu. C'est normal, je pense qu'on devrait avoir encore des consolidations peut-être de 5-10%, crainte avec la Chine. On l'a vu, et Alex les donnait tout à l'heure, les chiffres sur l'exportation. Donc, on a aussi une reprise qui est un peu plus faiblarde en Chine, plus faiblarde qu'anticipée. Le consommateur chinois, de la même manière, ça a été booming sur les 3 premiers mois de l'année. Au mois d'avril, il y a eu notamment des enquêtes sur les intentions d'achat des millennials et les générations Z qui sont plus sur le tourisme, le loisir, le food et beverage, plutôt que sur des intentions d'achat de produits de luxe qui baissent d'à peu près 15%. Et puis, on a encore une fois les US qui ont été un formidable accélérateur de croissance l'année dernière. Notamment, ils sont venus consommer en plus en Europe pour bénéficier du change. On ne sait pas où on en est encore sur l'échiquier récessif aux États-Unis. Il faudra trancher, mais en tout cas, le marché a eu un peu peur avec des niveaux de valo un peu chers. Donc voilà, le CAC 40 est dans cette zone un peu de consolidation à plat. Il y a des chances pour que ça continue un petit peu. Et puis bon, la Chine, on en parlera peut-être aussi plus tard, mais... Ouais, pour l'instant, il y a visiblement mieux à faire que la Chine. Voilà, exactement. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi la hausse du Nasdaq vous paraît saine ? Le point est intéressant, effectivement, parce que on constate peut-être. C'est-à-dire que c'est le débat. On constate tous qu'il y a une concentration de la performance de plus en plus importante, avec des écarts aussi entre différents segments de marché. L'écart entre le Nasdaq et le Russell 2000, par exemple, devient spectaculaire. Donc il y a quand même l'idée que tout le monde dans les marchés ne vit pas la même situation. Qu'est-ce qui vous fait dire que la hausse du Nasdaq est saine quand on voit qu'elle n'est portée que par 5, 6, 7 valeurs qui sont des méga caps, bien sûr, mais qui sont un groupe restreint quand même. J'ai voulu être provoque un peu en disant ça. La hausse des valeurs qui sont liées à l'AI, pour moi, est saine. Parce que le marché a fait déjà une hiérarchie. On a vu le rebond explosif d'NVIDIA, Microsoft, on est un petit peu en dessous, des Adobe, c'est un petit peu en dessous. Donc, le marché a su hiérarchiser. Et aujourd'hui, ce qui progresse porté par l'AI, c'est essentiellement des valeurs pour lesquelles on a déjà des résultats. NVIDIA, c'est T2. C'est tout de suite. C'est rentré dans les comptes. C'est pas dans 10 ans. Exactement. Pareil pour d'autres entreprises. C'est le cas, encore une fois, pour une Microsoft, pour une Adobe, pour toute la chaîne, en fait, des semi-conducteurs. Donc, c'est là où je dis que c'est sain. C'est qu'en fait, on n'est pas allé comme la bulle .com à l'époque. On n'est pas allé... C'est pas que des promesses. C'est pas que des promesses. Le marché est peut-être dans l'anticipation de beaucoup de choses, mais il y a plus que des promesses déjà aujourd'hui. Voilà. Ouais. Donc c'est là où je dis que c'est sain. En revanche, là où je m'interroge un petit peu, c'est donc sur toutes les 490 valeurs du S&P 500, est-ce que là, on n'a pas un potentiel de rattrapage ? Et quand on regarde en fait le décalage entre les values américaines et la croissance américaine, on a des décalages qui sont quand même dingues. Donc pour moi, la hausse est saine. Et on devrait quand même avoir un rattrapage de tout le tissu industriel américain qui reprend un petit peu des couleurs. La partie énergie, de la même manière. Bon, la partie financière, un peu moins aux US qu'en Europe. Mais donc,
il va y avoir un rééquilibrage, mais pas forcément par une baisse forte des valeurs du Nasdaq. Ça peut être une réconciliation favorable, constructive. Alors, on va parler de l'IA, bien sûr, Virginie, mais sur la situation de marché, la Nasdaq versus Russell 2000, il y a deux mondes, mais une fracture béante aujourd'hui entre ces segments de marché, alors qui ne représentent pas du tout la même chose. Mais justement, le Russell 2000, c'est quand même 2000 sociétés américaines de taille moyenne, intermédiaire, qui sont le tissu économique des États-Unis. Hein. Oui, mais c'est probablement aussi ce tissu économique qui souffre plus, réellement. Parce que, on l'a dit, on ne sait pas où est-ce qu'on est dans le ralentissement de la croissance aux États-Unis. L'inflation, ça y est, ça se calme réellement. En tous les cas, on est sur un plateau. Il y a encore quelques sujets, quelques tensions, et notamment sur l'emploi pour certains segments, certains secteurs. Mais tout le reste, c'est bon. Il y a encore de sujets aussi dans le food, évidemment, des industriels qui n'ont pas encore revu leur politique de marge. C'est la même chose que chez nous. Il va falloir que ça intervienne. Mais je pense que... Non, mais d'abord, il y a eu un premier élément, parce qu'avant l'IA, il y a eu, je dirais, une baisse, mais complètement dramatique pour certaines valeurs l'année passée, dans le Nasdaq. Ah oui. On s'est retrouvé avec des valos, mais le méta, on aime ou on n'aime pas. Enfin, là, ça a été massacré. C'était value, vous me montriez les indices value et growth. Microsoft était dans les indices value à un moment. Il y avait des aberrations. Donc ça, il y a eu cette correction. À partir du moment où on s'est dit, on sort à peu près, je sais qu'on ne voulait pas forcément aborder le système des banquiers centraux, mais la hausse des taux, le cycle, bon, on ne sait pas s'il est terminé, mais on a fait le plus gros du chemin. Donc il y a eu ce premier équilibrage et cette prise de conscience que là, il y avait quand même un décalage de valorisation. Il y a l'IA, alors ça a effectivement rajouté, et on dit que c'est les GAFA qu'on fait monter évidemment dans le SPI, mais dans le Nasdaq, il y a plein de valeurs qui sont plus haut. Puis il y en a d'autres où, dans la chaîne de valeur de l'IA, c'est beaucoup de choses dans l'infrastructure. Parce que l'IA, c'est de l'infrastructure. Donc là, dans la chaîne de valeur, vous avez évidemment les chips, mais les assembleurs de chips. Et ensuite, il faut que les serveurs se parlent. Donc les switches, les serveurs. Et ensuite, le cloud. Donc le cloud. Ah, tiens, on revient. On croyait que c'était fini le cloud. Ben non, le cloud. OK. Et après, il y a effectivement tout le reste, le ruissellement. Donc ça irrigue. Oui, non, mais voilà, il y a une irrigation partant des méga caps, ça irrigue un peu derrière quand même. Il faut reprendre toute cette chaîne de valeur, essayer de comprendre, et c'est complexe. Parce qu'il y a plein de sujets, et on parlait de la régulation. Et non, on n'en a pas parlé encore, entre nous. Mais là, le CEO d'Alphabet le disait très honnêtement, c'est tellement gros le sujet IA qu'on ne peut pas se permettre que ça ne soit pas régulé. Et ce qui est drôle, c'est qu'autrefois, quand il y avait des innovations technologiques, Silicon Valley, vous savez, l'adage, c'était bon, allez, on y va, et on ne demande pas la permission, on demandera le pardon. Mais à Far West, la nouvelle frontière. Et là, oui. C'est aujourd'hui, on va demander, c'est les gros... L'état d'esprit du régulateur américain a changé. Exact. Et les GAFA sont majeurs là-dedans, parce que c'est eux qui vont initier aussi les discussions. Pour mieux contrôler la régulation. Et pour mieux contrôler la régulation, parce que eux, certaines de leurs activités sont challengées aussi. Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble de choses, et on n'est qu'au début. Donc, voilà. Et c'est un vrai thème de marché. Ah oui. C'est pas, mais parce que des effets de mode qui peuvent être légitimes, qui emballent quelques valeurs un peu emblématiques. On en a connu. Et puis à un moment, ça fait pchit. Et puis les cimetières sont remplis de thématiques à la mode qui ne l'ont plus été ensuite. Non, je cite personne. Non, mais le métavers, par exemple. Non. Il y avait quelque chose de novateur peut-être, mais dans les cours de bourse, ça s'est pas retrouvé. Non. Blockchain, pareil, la technologie est complètement valable. Moi, encore une fois, je l'ai raconté 10 fois, mais je me souviens quelques années en arrière, en pleine séance, Carrefour qui publie un communiqué pour dire mais nous aussi on utilise la blockchain dans la chaîne logistique de Carrefour, c'est un outil qu'on utilise. Très bien, non mais voilà, heureusement, mais ça n'a pas changé le statut boursier de Carrefour, ça n'a pas changé le modèle d'affaires de Carrefour. Là, on a le pressentiment qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond, peut-être. Oui, tout à fait. Donc c'est un thème. Bah oui, absolument. On peut le dire. C'est là pour durer. On part sur l'IA, du coup. Non, peut-être un mot. Alors sur les marchés, je veux bien qu'on redise un mot. Non, mais en fait, si on prend un peu de recul, effectivement, et tu mentionnais
la baisse du VIX, et c'est probablement effectivement l'élément important, puisqu'on était dans une phase dans laquelle on avait une interrogation sur le scénario de sortie. C'est-à-dire inflation qui monte, vous inquiétez pas, ça va revenir très vite. Ah non, en fait, l'inflation part très fort, les banques centrales doivent monter très fort, mais si elles montent très fort, il faut en passer par une récession. Et donc on est monté sur ces histoires où finalement, comment on va sortir de cette zone-là, plus les transitions qu'on vit, créent beaucoup d'instabilité. Bon, là, le marché est en train de se dire, ça y est, c'est le mot qui revient à la mode, Goldilocks, en fait, tout a été super bien piloté, donc l'inflation commence à baisser, les taux vont encore remonter un peu, mais pas trop, donc ça ne va pas casser la récession, il n'y aura pas de récession, on va rester sur une croissance relativement saine, et donc c'est ça qui est en train de se passer, d'où le VIX qui baisse, et effectivement cet effet de consolidation, avec même potentiellement, si on est bien dans ce scénario, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, probablement du rattrapage encore à venir sur des valeurs qui sont encore en retard, si on est bien dans ce scénario. Ouais, donc un élargissement potentiel, effectivement, de la participation donc on va attendre la saison des résultats, mais voilà, probablement au-delà des résultats liés à l'IA qui ont été déjà vus, si on est bien sur ce scénario-là qui se matérialise, on a probablement une extension de multiples à attendre sur les secteurs classiques en Europe comme aux États-Unis de participation boursière. Voilà. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut toujours avoir présence à l'esprit, c'est qu'est-ce qui peut se passer le risque qui fera pas ça. Bon, aujourd'hui, on a eu beaucoup la guerre en Ukraine d'un côté. On est quand même sur c'est dramatique, mais sur une stabilisation de la ligne de front. On a l'impression que ça bouge plus. Donc le marché n'écoute plus tellement ce qui se passe de ce côté-là. Donc peut-être à tort. Donc, mais qui sait, en tout cas moi je sais pas. Et le scénario inflation passer le niveau de stabilisation, on a quand même encore je pense une incertitude là-dessus. Néanmoins, on apprend à vivre avec l'idée que peut-être ce ne sera pas 2% d'inflation, ce sera peut-être 3-4, mais finalement des taux à 3-4 avec des rendements réels, ça peut bien passer sans détruire l'économie. Voilà, donc je suis assez plutôt optimiste sur le marché en général. On va avoir besoin de cette phase de consolidation et d'attendre des résultats pour potentiellement reprendre un rebond hors choc exogène qui pourrait venir perturber. C'est intéressant. Sur mais même le retour du Nasdaq par rapport à ces segments de marché qui, eux, alors je ne sais pas ce que le Russell 2000 ou ce que les indices de small cap intègrent, mais voilà, il y a quand même toute une partie du marché, comme vous le disiez, où les niveaux de valo, de PE sont quand même très déprimés et n'en sortent pas. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a il y a une part de la correction qui a été extrêmement forte, liée notamment à ce sujet, si les taux montrent très fort, donc les valeurs de croissance, il faut les valoriser autrement. Effectivement, ça a commencé à devenir extrêmement bizarre, puisque avant on achetait la croissance à l'infini sur des taux d'actualisation à zéro, et puis là on s'est mis à avoir des multiples de quasi-value sur des entreprises de croissance. Voilà. Donc, et aujourd'hui, les entreprises qui ont bénéficié de cet effet IA va transformer, ce sont des entreprises qui sont présentes sur déjà beaucoup d'autres sujets, qui sont rentables, qui ont des multiples de valorisation. Donc le fait que le Nasdaq reprenne des couleurs là-dedans, très bien. Et je pense qu'effectivement, sur le segment, notamment semi-européen, on est encore loin d'avoir vu les surcapacités. Donc je pense qu'il y a encore du potentiel là-dessus. Donc je ne retournerai pas ma veste sur le positionnement technologique. Après, ce que ça pose, je trouve, comme débat, mais qui n'est pas un débat marché, quoique, c'est encore un sujet américain, quoi. Ah si, bien sûr que c'est un débat, un sujet marché. Non, mais ce que je veux dire, c'est voilà, on parle beaucoup de souveraineté européenne. La régulation, est-ce qu'elle va se faire par les GAFA ? Je ne sais pas si eux, ils s'auto-réguleront, mais en tout cas, ce qui serait bien, c'est que ce ne soit pas qu'un sujet d'autorégulation et que ce ne soit pas qu'un sujet de régulation européenne, mais que ce soit un sujet d'industrie européenne et de souveraineté européenne, comme ça devrait l'être. Voilà. Donc, on a raté quelques sujets. Peut-être je suis naïf et c'est peut-être trop tard, mais on manque quand même d'une vraie politique industrielle de réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté européenne sur un sujet majeur que peut devenir non plus simplement les technologies, mais l'IA en tant que telle. Voilà. Donc je trouve l'Europe toujours très naïve là-dessus et c'est un peu dommageable. Bon, ça pénalise pas non, mais c'est plus un thème américain, voire peut-être asiatique aussi. Enfin, je veux dire. Oui, mais parce que la technologie et l'IA, elle existe aussi là-bas.
sont pas shareholder value oriented, donc il y a quelques sujets sur les valorisations des entreprises et de la régulation, mais en tout cas, ils ont un sujet de souveraineté et ils ont leur propre entreprise et ils ne laisseront pas les Américains faire l'IA en Chine. Et vice-versa. Oui. Vice-versa. Oui. En Europe, on ne sait pas trop. Ouais. On se dit on n'est ni pro-américain ni pro-chinois, mais mais on est surtout où est-ce qu'on est pro-européen et quelle est l'industrie européenne qu'on doit développer. C'est un peu ça qui... ça rajoute une dimension, effectivement, à cette question de la souveraineté. Ouais. Me semble-t-il. Oui. D'ailleurs, est-ce que c'est un thème tech essentiellement, et même hard tech aujourd'hui, c'est-à-dire la partie infrastructure, semi-conducteurs, etc., ou est-ce que ce thème de l'IA, il s'élargit déjà à un univers non tech, d'une certaine manière? L'IA ne va pas être réservée à des entreprises de technologie. Enfin, tout le monde, dans les usages quotidiens, l'organisation du travail, de la chaîne de travail, du workflow, comme on dit, va être bouleversée de partout, potentiellement. Oui, tout à fait. Mais ce que disait Virginie tout à l'heure, c'est que ça va prendre du temps. On n'est vraiment qu'au début. Donc, pour l'instant, le marché se focalise sur ce que je disais tout à l'heure. Le plus évident. Voilà. Première étape, qui va produire les semi-conducteurs. Voilà, c'est assez basique. En revanche, ça prendra du temps, mais on parle beaucoup de gains de productivité, d'efficience, etc. On a déjà des macroéconomistes qui essayent de chiffrer en fonction des secteurs, des pourcentages de gains de productivité de l'ordre de... En moyenne, ce serait 1% par an dès l'application, mais quels que soient les services, en essayant de regarder quel pourrait être l'impact et la proportion des coûts salariaux sur le chiffre d'affaires, etc. Donc on commence déjà à avoir des chiffres, mais c'est le début. Avant d'arriver à tout ça, il va falloir investir, donc suivre tous les CAPEX, voir un petit peu comment les entreprises arrivent à suivre ou pas. Et il faudra du temps avant de voir des chiffres réels, en tout cas pour les économies, enfin les industries autres que la partie technologique qui de toute façon est au charbon dès maintenant. Après, il y a un autre spectre où le marché se dit qui sont les perdants. Généralement, c'est très binaire. Qui va gagner, qui va perdre. Bon, même les perdants, je ne suis pas certaine forcément. On pointe du doigt certaines sociétés, certains secteurs. Téléperformance, la pauvre, je ne vais pas appuyer là où ça fait mal, mais elle était citée. D'autres secteurs comme les publicitaires. Pas plus tard qu'hier, le management de Publicis disait qu'il voyait plus d'opportunités que de menaces. Et il y a eu pas mal de roadshows, notamment d'analystes ces derniers temps. Et effectivement, un des mots, alors bien sûr que c'est un mot qui est à la mode, l'AI, mais ça a été énormément cité, abordé dans les plans d'investissement, expliqué qu'ils étaient déjà en train d'appliquer ça à leur business model, et ça pour différents secteurs. Donc ça prendra du temps, sauf qu'aujourd'hui le marché se focalise sur les gagnants de tout de suite maintenant. On veut du court terme, donc le court terme c'est la tech pour l'instant, mais ce sera diffusé à toute l'économie. C'est ce qu'on voit le plus. La hausse de Nvidia, c'est ce qu'on voit le plus, mais vous avez raison de le dire. Téléperformance, Capgemini, c'est des boîtes qui souffrent en bourse depuis des mois. Même Publicis. Plus le thème IA monte avec le battage médiatique qui va avec, plus ces cours de bourse sont attaqués. On est dans l'anticipation. Et oui, le marché se dit, avant d'en profiter, vous allez sans doute en souffrir, d'une certaine manière. Voilà, c'est un petit peu la décote à celui qui n'a pas investi suffisamment tôt. Ouais. C'est comment le thème va se propager? Oui, ça m'intéresse. Alors, je raconte l'anecdote, elle est publique, c'est Cathy Wood, patronne emblématique de ARC Innovation, enfin, notamment un des fonds qu'elle gère chez ARC. Alors, pourtant, très pro-disruption, très à la recherche justement de la prochaine grosse affaire, le next big thing, etc. Donc investi dans Nvidia évidemment pendant des mois, des trimestres, peut-être même des années. Et fin janvier, elle coupe toute sa position Nvidia avant que le titre Nvidia double en quelques mois, dont acte. Mais son argument a été de dire: moi, je suis sorti de Nvidia parce que le moment hard tech de l'IA a été joué et moi, je bascule sur les softwares maintenant. C'est ça le next big thing pour moi. Dans l'IA, c'est la partie logicielle. Il faut les deux. Oui. Vous voulez dire qu'elle n'était pas obligée de couper tout Nvidia pour jouer des softwares? D'accord. C'est bien la gestion d'un portefeuille. Après, elle a peut-être de l'AMD ou je ne sais pas. Mais il y a toute la chaîne de valeur. Et évidemment, la partie software est énorme. Nous, on a renforcé Adobe, d'ailleurs, il y a peu de temps. On en avait, mais on a renforcé. Parce qu'en plus, c'était encore, je dirais, la valorisation. Et le cours de bourse est soutenu par ce thème de l'IA, encore une fois, parce que moi, je suis Capgemini en France. C'est une histoire particulière. En plus,
le titre avait été massacré suite à l'acquisition qu'ils avaient faite il y a un an, enfin qui a été annoncée, qui a été bon. Et donc c'est des histoires comme ça. Chaque entreprise a son histoire. Et comment ça va se propager? Mais c'est là où ça va être intéressant, c'est que c'est l'exécution dans toutes les sociétés. Qu'est-ce qui va se faire et la qualité de l'exécution, de la stratégie. Et c'est ça, nous, notre métier, c'est de valider et d'essayer d'apprécier et de comprendre cette qualité d'exécution qui peut être créatrice de valeur pour l'actionnaire. Donc c'est bien, ça nous rajoute un sujet. Mais c'est vrai que les softwares, oui, c'est hyper pertinent, c'est très important. Ça fait partie de toute la chaîne de valeur. Mais les softwares, si on prend par exemple la cybersécurité, c'est assez, on peut l'analyser des deux côtés. Ouais. C'est-à-dire qu'avec l'IA, il est fort probable que vous aurez plus d'attaques cyber. Parce que voilà, l'IA va être au service des hackers, quelque part. Oui, il ne faut pas négliger la dimension militaire qu'il va y avoir, effectivement, et en même temps, les cybersecurity software, enfin les sociétés de cybersécurité, elles déploient déjà, de toute façon, on en parlait, de l'intelligence artificielle, du machine learning, pour comprendre l'analyse de data. C'est ça, il ne faut pas l'oublier, il faut revenir à cette analyse de data. Et pourquoi parce que c'est énorme, entre ChatGPT 3 et 4, c'est 5 fois plus de data analysée. Donc, même si après, il y aura un effet récurrent et donc moins demandeur. Mais voilà. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir analyser. Et pour toutes, on n'a pas parlé de l'éducation, par exemple. L'éducation. Moi, j'ai vu des boîtes de tech se faire détruire sur l'IA. Voilà. Pour l'instant, on est dans ce moment-là, quand parce même. Parce que le marché, Grégoire, il a toujours une première lecture un peu extrême. Voilà. Dans un sens et dans l'autre, d'ailleurs. Et donc, à massacrer, à se dire c'est tout l'un ou tout l'autre, c'est ça, c'est ce que disait Sandra, c'est un peu noir et blanc. Puis après, les choses, il y aura toute la panoplie de couleurs. Et vous aurez du rouge au vert, si je peux me dire. C'est intéressant, mais parce qu'on voit bien la logique de marché. Je ne sais pas si elle sera validée ou pas, mais il y a les gagnants immédiats, et puis il y a ceux qui gagneront peut-être un jour, mais dont on pense qu'ils vont d'abord souffrir. C'est toujours comme ça, le marché. C'est toujours à l'extrême, et puis après, il y a le juge de paix, et le juge de paix, c'est la qualité des résultats. Voilà. Donc, oui, puis la préparation des groupes et des managements à ce genre de vague qui peut effectivement renverser ou faire évoluer vite les modèles d'affaires de ces entreprises. Oui, sur le déroulement de ce thème, effectivement, on voit des gagnants, on voit aussi des perdants. Est-ce que ça va soulever des questionnements avec la lecture ESG très répandue aujourd'hui chez les analystes, chez les investisseurs dans le marché, et question très ouverte et même naïve. Je n'ai pas de questions ESG spécifiques autour de l'IA, mais je ne doute pas que l'ESG va. Ben oui, mais forcément, ça va. Il y aura des questionnements sous l'angle ESG vis-à-vis de cette technologie et de ses conséquences. Bien sûr. Non, mais d'abord, en toute humilité, moi, je suis pas du tout un expert de l'IA, et honnêtement, je pense, comme tout à chacun, je trouve les problématiques que ça soulève complètement vertigineuse. Et effectivement, c'est intéressant de voir que c'est à ce point vertigineux que, pour le coup, même les entreprises les plus en pointe et qui investissent le plus se disent attention, où est-ce qu'on est en train de mettre les pieds, est-ce qu'il faut faire pause, est-ce qu'il faut réguler, etc. Donc, on ne sait pas où on en est. Voilà. Donc, je pense que, en toute humilité, si je devais dire quelque chose de très banal, on est probablement au début de quelque chose de majeur qui va avoir des implications extrêmement fortes et dans lequel beaucoup d'entreprises vont investir, donc la partie gagnant. Quelles sont les implications de ça? Quelles sont les remises en cause, les métiers qui vont être remis en cause, etc. Honnêtement, moi je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Par contre, oui, on sait que ça va avoir des implications très fortes. Donc ça va être un thème extrêmement structurant et puissant. Et partant de là, encore une fois, je me dis, c'est clairement un sujet dans lequel il faut savoir investir sans trop se poser la question de comment on va s'en protéger, comment on va la réguler, comment on va, etc. Parce que de toute façon, ça va être un sujet phare et un sujet majeur. Il me semble-t-il, un des sujets ESG, bien sûr, qui sera clé là-dedans, ce sera les modifications de l'emploi et le sujet des connaissances. C'est-à-dire, finalement, on se dit, on a passé beaucoup...
nous, on lui disait le métier d'avenir, c'est codeur. Enfin, même encore il n'y a pas longtemps, il faut savoir coder. Aujourd'hui, il faudra apprendre à la machine à coder, mais il faudra probablement plus coder. Donc le métier clé, là, je me regarde mes enfants et je me dis peut-être que le truc à leur apprendre, c'est la philosophie, c'est l'éthique, c'est la culture générale, plutôt que des métiers ultra techniques, parce qu'in fine, il faudra avoir du recul et on lui demande quoi à l'IA, on lui demande de chercher quoi, et voilà. Et je trouve que c'est pour ça que c'est vertigineux, c'est finalement ça pose la question de se dire, est-ce qu'on va rentrer dans une espèce de société postmoderne, romaine, où on aura tous déshumanisé. C'est le thème de la déshumanisation, c'est un thème de marché aujourd'hui. On sera dans du loisir, etc. Mais en règle générale, ça finit mal. L'oisiveté dans les civilisations, ça finit très mal. Donc je trouve ça vertigineux. Autant enthousiasmant qu'inquiétant. Je serais bien en peine de vous dire quels vont être les perdants et qu'est-ce que ça va transformer, mais est-ce que c'est un thème d'investissement important et ça aura des implications fortes et importantes? Oui, clairement. Est-ce qu'on peut imaginer, et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, la période un peu Far West, Internet, a conduit effectivement à un essor spectaculaire avec des entreprises de taille équivalente à celle des États aujourd'hui, dont on voit bien qu'on a beaucoup de mal à réguler. C'est-à-dire quand la boîte fait 2000 milliards, 3000 milliards de market cap, a une empreinte mondiale gigantesque, plus puissante que celle des États majeurs, ça devient compliqué de réguler à ce stade-là. Est-ce qu'on peut imaginer que la fonction de réaction des régulateurs va être beaucoup plus rapide, qu'on va essayer de mettre en place un cadre, une ligne de conduite assez vite sur ces sujets-là? Je suis peut-être un peu... je ne veux pas avoir l'air complotiste, mais moi, je me dis, quand les GAFA commencent à se dire qu'il faudrait qu'on régule, c'est peut-être qu'elles se disent... Ce sujet-là peut être autant une menace pour nous qu'une opportunité. C'est-à-dire autant les modèles Internet tels qu'on les a connus, c'était un petit côté winner takes all, plus j'ai un réseau social où tout le monde est dessus, plus ça a de valeur pour la pub, etc. Et donc ça avait un effet d'entraînement extrêmement important, un moteur de recherche. Donc tout le monde faisait la même chose, donc le winner takes all, c'était fort. Est-ce que l'IA... Donc finalement, c'est pour ça que c'est plutôt intéressant d'investir sur les infrastructures et la production. Mais si l'IA se développe, honnêtement... on pourrait se dire, c'est aussi une menace pour tous ces écosystèmes. Qui est sûr de son modèle d'affaires face à une émergence et un essor de l'IA, bien sûr. Donc, je trouve que, attention, on a calqué un peu le raisonnement un peu facile, winner takes all, parce qu'on a eu ce sujet de la tech sur lequel ça s'est passé. Je l'ai déjà dit à propos du sujet de la transition énergétique, des modèles de développement. Je pense que pour l'IA, c'est pareil. Il n'est pas du tout dit qu'à la fin, en termes d'applications et d'entreprises qui seront tirer parti des développements de l'IA, on est quelque chose de aussi oligopolistique qu'on a eu avec les GAFAM. Donc voilà, encore une fois, je redis mon ignorance totale. Clairement, ça va être un sujet d'investissement majeur sur lequel il y aura des besoins d'investissement en infrastructure, en semi-conducteurs extrêmement importants. Donc il faut être présent sur ce thème-là. Je ne me dirais pas pour autant, c'est sûr, les positions acquises de qui que ce soit ne seront pas remises en cause. Donc c'est un thème qui sera important à surveiller dans les années à venir. Et qui va être passionnant à suivre de ce point de vue-là, forcément. C'est quoi, du coup, concrètement, Sandra, le panier IA spécifique dans un portefeuille là, c'est quoi les valeurs avec lesquelles on est à l'aise, sachant que le boom, le marché, effectivement, seul le marché boursier peut nous générer un enthousiasme aussi fort, aussi rapide, etc. Donc, on se pose toujours la question, même si le thème est puissant et de long terme, on se demande toujours si... beaucoup ou tout n'a pas été joué déjà là en quelques semaines ou quelques mois. C'est pas parce qu'on a fait un plus haut historique qu'on peut pas aller encore plus haut. Hein. Ah bah non, mais les records sont faits pour être battus. Dans les valeurs, là, pour l'instant, c'est essentiellement tech de toute façon. Côté US, Nvidia, Microsoft. Ouais. Si on en a, on touche pas. Ouais. Non, mais oui. En termes de risk management, c'est la meilleure décision à prendre. On s'endort avec. On parlera peut-être du cas Apple un peu plus tard, mais Apple plus haut historique, moi je vois une poursuite de la hausse, donc Apple c'est un peu mixte, mais voilà. Les Adobe sont aussi très intéressantes. Dans les européennes, ASML, leader incontesté, qui est l'AI ou pas l'AI, 3 ans de carnet de commandes, il y a un peu de bis-bis géopolitique, ça tangue un peu, mais... pour moi, il n'y a pas de sujet. Bézi, ça peut être aussi une histoire intéressante. On est déjà plutôt bien parti. Voilà. Puis quelques GAFAM, mais celle qui cristallise un petit peu tout ça, c'est les noms que je viens de citer.
Apple, oui, si, faut dire un mot. Donc c'est quoi? Oui, alors vas-y, Virginie. Sur ce que disait Hervé. Sur la régulation. Apple, ça a été le premier à s'autoréguler. Puisqu'il y a plus d'un an, c'est eux qui ont déjà dit c'est plus possible de traquer. Et qui a mis dans la problématique sur la privacy, la question des données et d'autres. Et donc c'est clair qu'eux, ils sont des acteurs. Ils ont un parti pris historique sur ces questions de données. Oui. Et je pense que la question safety, aujourd'hui, n'est plus à opposer à la question de la profitabilité. On a changé de paradigme. Et c'est plutôt bien. Bon, voilà. Donc je le vois plutôt comme un point positif. Mais oui, c'est eux qui vont être, évidemment, qui sont au cœur du sujet. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'IA générative, il faut du data. Il faut de la data. Et qui a le plus de data? Donc ça, c'est clair qu'ils ne peuvent pas être écartés. Après, de toute façon, la bourse et les winners de demain, c'est bien que ça se réinvente. Là, en l'occurrence, on parle d'un peu des mêmes. Nvidia a peut-être une histoire un peu plus récente, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que je trouve que la taille de ces groupes, le risque, la capacité d'investissement de R&D, non mais ce que je veux dire, c'est qu'on les retrouve en leader sur cette évolution et capacité de recherche et de financement qui est absolument incroyable. Enfin, il y a un mois ou 2 mois, on disait attention, dans le nouveau cycle, les gagnants d'hier ne seront pas les gagnants du nouveau cycle, forcément. Beaucoup de gens. Mais il n'y a pas que les GAFAM sur l'IA. Non, il n'y a pas que les GAFAM. Il y a plein de gens. Oui, je suis d'accord. Mais boursièrement, c'est quand même là où le plus de valeur a été créé. Oui, parce qu'il y avait un stock déjà. Visiblement, en tout cas. Bien sûr. Quand vous prêtez 800 milliards à 1200 milliards, ça fait 400 milliards de plus. Donc elles sont installées, donc il y a aussi ce côté un peu plus défensif. Oui. Des mastodontes. Ça rassure. Prendre une petite boîte inconnue au bataillon qui se lancerait. Je sais pas, avec d'autres thèmes, on n'avait pas ces pudeurs. Enfin, je veux dire, le nombre de boîtes, zéro profit, zéro chiffre d'affaires qu'on a vu exploser. Bon. Mais je pense que c'est quand même une thématique, un truc, mais il y a un risque. Ils ont des valorisations qui restent aussi en plus. Correct. Oui, correct. Je pense que je vais re-investiguer ça parce qu'il faudra qu'on en reparle. Je pense que oui. Non, mais je pense que c'est intéressant, c'est de voir, c'est de regarder le modèle de gouvernance de la société mère de ChatGPT. OpenAI, qui est une gouvernance d'ailleurs qui a sorti Elon Musk, qui était un historique dedans, qui a plafonné les rendements autour de ses actionnaires, qui a inscrit dans ses statuts qu'il fallait que ce soit outsourcé, etc. Donc, et ça, c'est un acteur, s'il y a un des acteurs qui a explosé, c'est OpenAI. Et donc, que va devenir OpenAI? C'est pour ça que je reviens, je dis pas que c'est pur du cynisme, et justement, je ne vais pas tomber dans du complotisme. Je dis quand même, les GAFA, sur ce sujet-là... Qu'ils acceptent l'idée de la régulation aussi vite, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit quelque chose. Il est aussi en train de se passer quelque chose en dehors des GAFA, qui est effectivement, immédiatement, on se dit, ils ont des positions, ils ont une capacité d'investissement, et ils peuvent en tirer des opportunités, mais on va probablement sur ce thème de l'intelligence artificielle voir des acteurs type OpenAI venir et peut-être tailler des croupières aux GAFA qu'on voit pas. Et d'ailleurs, en première intention, je me souviens très bien des discussions sur Google, leader absolu de la recherche Internet. Attention, ça va rebattre les cartes, l'outil génératif va rebattre les cartes. On reparlait de Bing, des moteurs de recherche que tout le monde avait oublié, peut se réinventer. Et donc on se disait, mince, est-ce que Google va pas se faire squeezer sur cette rente absolue du moteur de recherche, quoi. Et pareil, quand je vois Elon Musk, qui est quand même pas le chantre de la régulation, etc. On met tout en pause. Oui, parce qu'il n'avait pas lancé sa boîte encore. C'était le temps de lancer sa start-up. C'est vraiment parce que c'est un sujet pour l'humanité. De l'IA à l'informatique spatiale, donc, c'est le nouveau pari d'Apple avec ce casque Vision Pro, sachant qu'Apple a toujours à peu près réussi à générer des succès sur ce type de produit, là où d'autres s'étaient déjà cassé les dents. Oui.
Alors, donc c'est d'ailleurs pas un casque. Hein. Ils disent que c'est pas un casque. C'est spatial. C'est une plateforme. C'est une plateforme computer spatial, effectivement. Et donc, alors le hardware, enfin le produit tel qu'il a été présenté, on a un effet waouh quand même. Parce ça que ressemble à un casque quand même. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Non, ce qui est étonnant, c'est que en fait, on superpose la virtualité au monde réel. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Et il n'y a plus les joysticks où on ne sait pas où est-ce qu'on doit appuyer sur quel bouton. C'est les doigts, c'est les yeux, c'est le tracking. Donc ça, c'est quand même des innovations technologiques. Il faudra voir. Bon. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est, il l'a dit, ces plateformes, ça a été présenté à une conférence dédiée aux développeurs. Ouais. C'est donc le coup d'envoi. Il leur donne le produit. Et ça, c'est le savoir-faire d'Apple. Ouais. Le savoir-faire d'Apple, contrairement à Meta, c'est que Meta n'a pas les mêmes relations avec les développeurs. Non. Et voilà. Et donc, c'est ça qui est fantastique. Et souvenez-vous du premier smartphone d'Apple, l'iPhone, il n'avait pas du tout les mêmes fonctionnalités, ça s'est enrichi après. Donc, c'est ça, le savoir-faire d'Apple, c'est de présenter effectivement un produit sur lequel peut se développer un écosystème, ça c'est malin, et ils savent faire, et ils ont la communauté. Donc, mais ils n'apportent pas eux-mêmes l'application qui tue tout, quoi. C'est-à-dire c'est charge aux développeurs d'apporter la killer app qui va déclencher l'engouement le plus large possible pour ce produit. Toujours été un écosystème entre Apple, les développeurs et évidemment les clients d'Apple. Et ça, c'est très important. Et sur le prix qui est très décrié, moi, ça m'a fait un petit peu sourire parce que voilà, j'ai connu effectivement le lancement, je travaillais déjà, et je me souviens que le premier smartphone à $500 en 2007, c'était seulement 500 le premier iPhone, $499. Et tout le monde disait c'est pas pour moi, trop cher, trop cher. Alors là, non. Et souvenez-vous après, et souvenez-vous de ce qu'on a dit sur les AirPods. C'est quoi ces trucs avec les trucs blancs? Et c'était rigolo d'ailleurs, tous les dessins un petit peu humoristiques. Et on en vend 50 millions par an. C'est la force d'Apple, en fait, c'est d'avoir une clientèle fidèle et captive. Donc, voilà. Moi, j'attends 6-7 mois, c'est ça, 6-7 mois de lancement. Tout à fait. De toute façon, c'est pas un produit qui sort. Mais non, mais c'est malin. Le timing aussi est malin. C'est un accessoire qui permet aussi de rendre accessible l'AI. Et pour avoir vu effectivement les vidéos de lancement, etc., c'est quand même assez prometteur. Et puis voilà, Apple, c'est une force commerciale qui est impressionnante. On va parler un petit peu de Valo, effectivement, mais c'est un PEA 30. C'est pas dingue, c'est un peu au-dessus de... avec un cash monstrueux, hein, c'est ça. Avec un cash monstrueux. Et puis je regarde un petit peu, pour me faire plaisir, je regarde un petit peu toutes les performances du titre Apple après avoir inscrit des plus hauts historiques. Je vous donne juste la moyenne 6 mois, mais je les ai sur à peu près une trentaine d'années. On est à 25% de hausse à 6 mois quand on tape un plus haut historique. Voilà. On le rappelle, c'est le principe du momentum. C'est vrai que ça fait peur, les sommets historiques, etc. Mais statistiquement, il y a toujours plus de chances que les records soient battus, que ce soit le début de la grande dégringolade. Donc ceux qui n'ont pas d'Apple, il est encore temps de l'Apple. Et puis dans 6-7 mois, le fameux casque, voilà, on perd de lunettes. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas revenus avec un produit et une ligne de produits comme ça. Ils prennent du temps. Oui. Ça aussi. Mais je suis sûre que le succès commercial... Et je pense que le sujet sur 2024, ça ne sera pas le nombre de casques qui... c'est pas leur sujet, hein. C'est pas ça qui va les nombre de casques qui vont... comment le qualifier qui vont vendre, c'est pas ça. C'est vraiment... Là, c'est le développement. Et on est presque encore dans une version, je pense, bêta. C'est ça. Donc on verra et ça sera... Ils viennent plus tôt que d'habitude sur le marché avec ce produit. Par rapport aux autres produits, qui étaient d'ailleurs disponibles commercialement le lendemain de la keynote. Hein. Oui. Non, mais voilà. C'est ça. C'est ce que je veux dire. Le produit, la keynote commerciale, entre guillemets, le produit... Dans le cycle de vie et de commercialisation, là, c'est vraiment pour les développeurs. Et pour nous faire rêver. On s'arrêtera sur ce rêve d'Apple et du Vision Pro. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Virginie Robert, Constance Associée, Sandra Servat, Porzampar et Hervé Guez, Mirova qui étaient les invités de Planète Marché.